Bonjour à toutes et tous, juste un petit mot avant cet épisode pour m'excuser essentiellement de la qualité sonore. Alors il n'y a pas mort d'homme non plus, mais bon voilà, comme je le dis au début de l'émission, on a monté cet enregistrement alors qu'on était déjà un peu tous dispersés, et évidemment dans ces cas-là, on est un peu dépendant des qualités de matériel et de connexion internet de chacun. Pour autant, je pense que ça valait le coup parce que ça avait peu d'intérêt d'attendre jusqu'à septembre pour faire une émission sur cette actualisation de la revue stratégique française. Voilà, je pense que ça gêne pas l'intelligibilité d'ensemble de l'émission. C'est un peu gênant, notamment au début pour les premières prises de parole d'Olivier Schmitt, mais après, ça s'améliore nettement. J'en profite enfin pour faire un petit point de planning d'été et vous dire que vous retrouverez des épisodes originaux jusqu'à fin juillet, et puis ensuite des rediffusions pendant le mois d'août, modulo moins les épisodes de la saison 2 des Unpopular Opinions que vous pourrez découvrir tout au fil de l'été, sans doute le vendredi, à partir de la semaine prochaine. Bonne écoute à tous. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce dernier casque et la plume vraisemblablement de l'année, j'ai le plaisir de recevoir à distance cette fois tout d'abord Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Bonjour Elie. Bonjour Alexandre. Ensuite Olivier Schmidt, professeur au Collège Royal de Défense du Danemark. Bonjour Olivier. Bonjour Alexandre. Et enfin, Rim Momtaz, rédactrice en chef de Strategic Europe. Bonjour Rim. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et c'est donc pour une fois à distance, une fois n'est pas coutume, car évidemment, on est à un moment où tout le monde s'est un petit peu dispersé pour les vacances, alors qu'il y a quand même une certaine actualité à laquelle on s'est dit qu'il était pas mal de réagir avec l'actualisation de la Revue nationale stratégique, qui est le grand document cadre de la stratégie française, publié originellement en 2022 et qui connaît donc une mise à jour. Alors je veux dire que c'est un document qui avait été pas mal critiqué, y compris à ce micro à l'époque, pour plein de raisons, mais notamment pour sa tendance d'abord à utiliser l'expression de puissance d'équilibre, et ensuite aussi et surtout pour sa tendance à faire une énumération d'ambitions infinies et sans vraiment de moyens pour les soutenir. Et c'est un chantier qui était donc en cours depuis plusieurs mois, où pas mal de monde a été consulté, je crois plus que pour la première mouture, et donc c'était l'occasion de faire un ultime débat avant l'été, avec également le discours du président du 13 juillet qui allait avec, parfois encore plus net et plus tranchant sur certaines dimensions, et voilà, éventuellement aussi la conférence de presse du 11 juillet du chef d'état-major des armées. Donc pour résumer, on a lu cette RNS pour que vous n'ayez pas à le faire, ces 100 pages qui ne sont pas toujours exactement écrites comme du Stendhal, et avant tout, donc peut-être dans l'ensemble, qu'est-ce que vous en avez pensé les uns et les autres, que je ne sais pas qui veut commencer, Elie ? Oui, alors effectivement, je me souviens très bien du collimateur qu'on avait organisé en 2022 après la sortie de... Donc en octobre ou novembre 22, la RNS est sortie en octobre, donc la revue nationale stratégique qui était très attendue dans un contexte où on venait d'avoir la réélection du président de la République et on était quelques mois, 6 à 8 mois après le déclenchement de l'invasion à large échelle de la Russie contre l'Ukraine. Donc c'était un moment très très déjà intense et Olivier avait écrit un très bon papier dans lequel il disait que le gouvernement confondait vitesse et précipitation sur, si je me souviens bien, sur la revue nationale stratégique et pardon. Ah oui, c'était sur la LPM. Bon, alors du coup, je me trompe. Mais en tout cas, on avait ce sentiment un petit peu d'une revue nationale stratégique qui avait été faite malgré tout à la hâte. En gros, entre le 14 juillet et le 31 août, et un document qui était quand même pas tout à fait à la hauteur, et on avait été très sévère. J'ai réécouté l'émission. Avec d'autres collègues. Je crois pas que vous étiez là, Rim et Olivier, mais c'était avec Tara Varma, je crois, et on avait été très sévère. Donc
je dis pas mea culpa parce que je continue à penser beaucoup de mal de cette première mouture. Tout ça pour en arriver à celle qu'on a ici, qui a mis plus de temps, même si ça reste un exercice assez rapide au regard du temps généralement pris pour les grands documents cadres type livre blanc, hein, puisque en gros le go d'une actualisation a été lancé par le président de la République autour du mois de février-mars avec son intervention, son allocution télévisée le 5 mars et un produit rendu donc le 13 juillet. Donc on reste quand même sur des délais relativement contraints, mais un peu plus longs malgré tout, avec effectivement une consultation qui n'avait pas eu lieu à l'époque d'une partie de la société civile, dont certains autour de ce micro. Donc évidemment, du coup, on est plus gentil parce qu'on y tient une part de responsabilité. Non, j'exagère, mais on sent un document beaucoup plus mûri, beaucoup plus réfléchi, plus fouillé sur bien des points qui étaient juste touchés ou mentionnés. On se souvient d'un document précédent en 2022 qui cochait un peu les cases. Et là, je trouve que c'est sans doute mon côté universitaire parce que j'ai un texte de plus de 100 pages. Donc j'en ai pour mon argent, mais j'ai quand même une impression globale d'un texte qui est plus à la hauteur des enjeux et moins incantatoire, même s'il reste des aspects incantatoires, on y reviendra, que le précédent, et quelque chose qui commence à ressembler vraiment à effectivement une stratégie de sécurité nationale. Olivier ? Oui, je vais un peu faire l'écho à ce qu'a dit Elie. Je trouve aussi que le document, en tout cas, a une charpente plus solide que le précédent. Alors, il y a une combinaison de choses qu'on attend sur le fait que la France va investir dans le multilatéralisme, dans le système des Nations Unies, dans la construction européenne. Bon, tout ça sont des de 30 ans, mais il y a aussi des ajustements structurels qui sont assez importants, avec la désignation très claire de comme la menace principale qui s'oppose à la France et à l'Europe d'une manière générale. On n'en était pas du tout là en 2022. Le document a 3 grandes parties en réalité. Une première partie qui est un constat de l'écosystème international, qui est, à mon avis, on va pouvoir débattre des détails, mais qui globalement est de qualité. Il y a une deuxième partie qui liste 11 ambitions pour la France à l'horizon 2030 et qui commence à parler un petit peu des moyens qui seront mis en œuvre. Il y a une troisième partie qui, je trouve, est un petit peu redondante en réalité parce que qui va encore plus dans le détail des mesures qui pourront être prises et qui parle des moyens. Mais en gros, c'est la charpente du document, le constat, l'ambition et les moyens pour assouvir ces ambitions. Alors ensuite, moi, j'ai un point qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'il n'y a plus du tout l'expression puissance d'équilibre que je trouvais absurde et qui a disparu du document. Il y a peut-être quelques petits points de vocabulaire sur lesquels j'aurais formulé différemment. On pourra y revenir. En termes de communication, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que à ce jour, la RNS a été traduite en anglais et en allemand. Elle n'est pas traduite en chinois et en russe. La précédente était traduite en chinois, mais pas en russe. Celle-là n'a pas encore été traduite en chinois et en russe. Et je me dis, comme une RNS est aussi un instrument de signal, en réalité, des ambitions stratégiques, ça pourrait, je ne sais pas si c'est prévu, mais ça pourrait être intéressant de le traduire aussi dans ces 2 langues. Et en arabe. La précédente était traduite en arabe aussi, mais pas celle-ci à ce jour. Et enfin, Rim, une impression d'ensemble, peut-être là-dessus, et aussi peut-être sur le discours du président qui y allait avec ? Oui, donc, moi, mon impression générale de la RNS, c'est que je pense que c'est un document, du moins la version qui est disponible au public, est un bon exercice dont la France et la nation a besoin. Je suis d'accord avec Olivier que
Je suis frappée et encouragée par les mots très explicites et clairs utilisés pour décrire la menace russe, qui est clairement identifiée comme la menace la plus importante, la plus durable et la plus structurante et dimensionnante. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme comparé à, je vais dire, 2017 à 2022, avec la tentative de reset par le président de la République, avec Poutine et tout ce qu'on avait vu, qui avait en fait beaucoup affaibli sa capacité d'entraînement sur des sujets très importants comme l'autonomie stratégique européenne, sur laquelle il a raison depuis 2017. Son approche sur la Russie, en fait, avait affaibli sa capacité d'entraînement avec les Européens parce qu'elle était pas du tout en phase avec eux et elle n'était pas coordonnée. Donc ça, c'est très bien. Je suis aussi encouragée par la manière dont les auteurs de la RNS ont trouvé des mots qui, je pense, sont plutôt bien adaptés pour décrire la phase actuelle de la relation avec les États-Unis. C'est toujours, je pense, un point et un sujet qui est délicat, étant donné l'alliance, étant donné les dépendances transatlantiques, mais il m'aurait semblé difficile d'accepter de ne pas poser un peu les termes. Et ici, par exemple, il parle de, je vais citer, la solidarité transatlantique et la stabilité stratégique à l'épreuve, une relation transatlantique dans une phase d'incertitude. Après, il développe un peu plus. Donc, je pense que ça, c'était bien. Je suis frappée de l'autre côté par une certaine gêne qu'on ressent à travers le document en ce qui concerne le comportement ou les actions de deux partenaires ou alliés, on les définira comme on veut, qui sont la Turquie et Israël. Et ça, c'est un vrai sujet, je pense, parce que sur lequel on pourra revenir après. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Pour essayer de pas se perdre dans ce document, on va évidemment pas prendre les 100 pages d'affilée, ça aurait aucun sens et on aurait du mal. Et puis c'est un peu le problème de ces documents aussi, donc on trouve tout, c'est qu'on s'y perd, enfin il y a plein de choses, etc. Donc on va essayer de procéder plutôt par point d'attention. Alors je vous ai demandé d'en relever chacun quelques-uns, peut-être en essayant d'aller assez vite, mais en gros pour avoir des points d'ancrage dans ce document sur des choses qui vous ont intéressé, vous avez dit « Ah tiens, là il se passe quelque chose », qu'est-ce qui vous intéresse dedans, et puis peut-être en faisant un tour de table, la table étant extrêmement virtuelle, donc comme chacun l'aura compris, sur quelques points qui ont vraiment attiré votre attention dans ce document et ou dans le discours du président. Bon, prenons peut-être le même sens, Élie. Oui, donc moi, si le premier point, il a déjà été touché par Rim et Olivier, c'est la Russie. Donc on avait, et c'est intéressant encore une fois de relire les précédents documents, un langage qui était quand même extrêmement prudent en 2013 évidemment, même carrément sympathique vis-à-vis de la Russie. On était avant la Crimée de 2014, même en 2017 dans ce qui était donc la revue de sécurité et de défense nationale. De défense et de sécurité nationale, de 2017 restait sur un équilibre entre dialogue et précaution vis-à-vis de la Russie. Et je relisais 2022, donc octobre 2022, la Russie n'était pas... On comprenait que c'était une menace, mais le mot menace et russe n'était pas associé en 2022. Ce que la RNS de 2022 disait, je cite, « La Russie poursuit une stratégie de remise en cause de la sécurité européenne ». Ok, on est quand même 8 mois après le déclenchement de l'invasion, on restait quand même sur quelque chose d'hyper soft. Il y avait clairement la Russie qui était identifiée, Russie des ambitions révisionnistes assumées. Bon, on était sur quelque chose quand même de plutôt soft. Là, ce qui est frappant pour moi, c'est que on est clairement, je cite donc sur le paragraphe 20, la Fédération de Russie, à l'horizon des années à venir et d'ici 2030, constitue donc la principale menace pour la France et les Européens, et celle posée par le risque d'une guerre ouverte contre le cœur de l'Europe.
dans le contexte de la guerre d'agression contre l'Ukraine, un terme qui n'était pas employé en tant que tel, la Russie a multiplié les actions hostiles vis-à-vis de la France et de ses partenaires européens en deçà du conflit direct, donc avec la dimension hybride. Je pense que c'est important d'ailleurs, et ils le font, de dérouler toutes les actions qui ont été menées directement par la Russie contre la France et les autres Européens, au-delà de l'Ukraine. Et puis ensuite, de dérouler sur le spectre des capacités conventionnelles de la Russie, etc. Donc là, on est sur un niveau de désignation de la menace qui n'a plus rien à voir, qui correspond globalement à... j'aime pas le terme de consensus parce que de fait il n'y a pas de consensus en Europe là-dessus, mais un consensus, on va dire, du quart nord-est et nord-ouest de l'Europe, et qui effectivement clarifie. Je pense que les choses étaient clarifiées dans l'attitude et dans le discours de la France depuis 2023 et l'agenda de Bratislava, mais clarifie les choses. Avec un certain nombre de conséquences qu'ils en tirent en termes de dimensionnement. D'une certaine manière, voilà, la RNS 25 achève cette transition qu'on avait sentie depuis 2 documents, d'une posture de gestion de crise un peu 360 à une dimension très fortement européenne, très fortement polarisée par la menace russe et par des scénarios d'engagement de haute intensité avec une articulation dans la dimension nucléaire. Je pense que ça, on se retrouvera tous pour dire ce premier point, que c'est vraiment le truc extrêmement marquant, c'est le changement de langage sur la Russie et le fait qu'on passe de ce championnat du monde de l'ITOT à quelque chose d'assez clair et d'assez assumé, parce qu'on n'a plus tellement l'impression qu'il y a des ponts à continuer de bâtir. Peut-être, je ne sais pas si vous voulez rebondir dessus ou directement enchaîner sur un autre point, Olivier. En fait, je vais faire un peu la conséquence logique du point que vient de trouver Elie. Alors, personnellement, je suis évidemment, à titre personnel, très content de voir ce langage RNS. Je me suis suffisamment fait traiter de russophobe depuis 10 ans en considérant que la menace russe était sous-estimée en France. Et donc, finalement, je me dis, on est arrivé à quelque chose. Je suis ravi de voir ce langage. Mais il y a une conséquence sur ce que doit être le modèle et le format des armées françaises. Et ça va poser potentiellement des conséquences on est en train de parler d'une potentielle mise à jour de la loi de programmation militaire en 2026. Donc il va y avoir des conséquences sur le format d'armée. Parce que si je caricature, en quelque sorte, les armées françaises aujourd'hui hésitent entre 3 modèles. Le premier modèle, c'est ce que j'appellerais le modèle Russie d'abord, qui stratégiquement est cohérent avec notre ambition d'être une puissance motrice en Europe et de la sécurité européenne. Et c'est un modèle, s'il s'agit de dissuader la Russie, qui est principalement aéroterrestre, fondamentalement. Il y a un deuxième modèle qui est le modèle indo-pacifique, en quelque sorte, qui consiste à dire, en fait, ce sont les Allemands, les Polonais et le flanc est de l'Europe qui doivent dissuader principalement la menace russe. Nous, on est en second rideau avec la dissuasion nucléaire et notre valeur ajoutée consiste à engager le reste du monde, notamment dans l'Indo-Pacifique, parce qu'on a une marine de mer Bleue et qu'il faut renforcer. Donc ça, c'est le deuxième choix potentiel. Et le troisième modèle, c'est en fait le modèle gestion de crise qui serait revenir à le maintien d'un modèle d'intervention léger tel qu'on l'a vu jusque-là. Et ce que je reprochais à la RNS précédente, c'était qu'en fait, elle ne hiérarchisait pas entre ces 3 potentiels risques et menaces, et donc on ne pouvait pas en découler de conséquences pour le modèle d'armée. Ce qui fait que la LPM 2023-2027, selon moi, ne choisissait pas selon ces 3 principaux modèles théoriques possibles, et donc en fait continuer à vouloir essayer de faire les 3 en même temps au risque de faire aucun d'entre eux de manière cohérente et efficace. Là, en théorie, on a une hiérarchisation claire de ce qu'est la menace, et donc on devrait en tirer un modèle d'armée conséquent pour remplir cette ambition de dissuader la Russie. Mais c'est là où je pense qu'il va y avoir des frictions, c'est que nécessairement un modèle qui est principalement aéroterrestre, ça fait des gagnants et ça fait des perdants. Et donc si on engage une nouvelle loi de programmation militaire à partir de 2026, il faut s'attendre à ce qu'il y ait au sein des armées, entre les armées entre elles, mais aussi vis-à-vis des industriels et ainsi de suite, tout un exercice de lobbying
pour maintenir un modèle qui arrange ou qui est un compromis entre différents intérêts. Et donc, je pense qu'il va y avoir un exercice à faire d'ajustement entre l'identification de la menace et le modèle d'armée qui n'est pas du tout automatique et sur lequel il faudra que les autorités civiles gardent un œil si elles veulent effectivement adapter le modèle d'armée à la menace qu'elles ont identifiée. Et là, on regarde en coin, évidemment, le porte-avions de nouvelle génération, parce que, d'une manière générale, c'est le grand chantier qui s'accommode, disons, de manière plus incertaine d'un modèle plus aéroterrestre. Et Rim, peut-être, un autre point sur tout ça ? Oui, donc moi j'étais frappée par le classement des menaces, donc on est tous d'accord sur la Russie en premier. Le deuxième, j'ai trouvé que c'était vraiment bien de mettre comment dire, l'attaque contre, l'offensive idéologique globale contre la démocratie libérale, l'humanisme incarné par le modèle européen. Je pense que c'est important parce que, en fait, sans le dire explicitement, on peut mettre dans cette catégorie la Russie, la Chine, mais aussi d'une certaine manière Trump, évidemment d'une manière différente. Mais ça, c'est intéressant. Par contre, j'étais interloquée un peu de trouver l'Iran aujourd'hui en troisième position, pas parce que je pense que l'Iran ou le régime iranien n'est pas un problème et n'est pas une menace sécuritaire. Il l'est depuis 79, avec évidemment un maniement du terrorisme global et international à travers des décennies et un soutien très néfaste à des milices terroristes depuis des décennies. Mais par contre, étant donné la défaite stratégique que l'Iran a essuyée depuis le 7 octobre aux mains d'Israël, avec la destruction assez importante et conséquente, du moins des capacités stratégiques du Hezbollah, mais aussi les frappes qui ont complètement neutralisé, les frappes israéliennes qui ont complètement neutralisé ses défenses aériennes, et depuis les frappes américaines et israéliennes contre son programme nucléaire, j'ai du mal à concevoir aujourd'hui de l'Iran comme une menace dimensionnante pour la France et pour l'Europe. C'est clairement un problème régional, ça, il n'y a aucun doute. Et ce qui me frappe dans la manière dont c'est formulé, c'est que on ne parle pas du tout, par exemple, de l'effet et des actions très déstabilisatrice aujourd'hui de l'hégémonie militaire israélienne qui s'impose partout. Et aujourd'hui, on est en train d'enregistrer cette édition du collimateur, le même jour où on a l'armée israélienne qui bombarde Damas, qui bombarde à côté du palais présidentiel à Damas, le QG du ministère de la Défense, où on a des ministres dans le gouvernement israélien qui parlent d'éliminer le président par intérim syrien. On peut lui en vouloir sur beaucoup de choses et lui reprocher plein de choses, mais bon. Et donc, c'est juste, pour moi, ça m'a un peu interloqué. De retrouver l'Iran très affaibli comme il est aujourd'hui, en troisième position, avant même la Chine, alors que je pense que la Chine est quand même une menace systémique dimensionnante, beaucoup plus importante pour l'Europe et la France, et le sera pour des décennies à venir. Elie, vous vouliez réagir et peut-être enchaîner sur un deuxième tour de table ? Oui, absolument. Sur ces deux points, mais là directement sur ce que dit Rim. Donc, effectivement, je suis d'accord. Je trouve que l'organisation du document, si on rentre un peu dans la structure, et donc sur cette première partie sur les menaces, donc on a le point 1.1 sur durcissement des postures coercitives et révisionnistes dans lesquelles ils mettent la Russie et l'Iran, et ensuite durcissement de la posture de la République populaire de Chine, d'ailleurs avec une utilisation un peu trop systématique du terme de posture, qui est peut-être étrange ici, comme si la Chine n'était pas dans la partie coercitive et révisionniste, alors que ce qu'on voit effectivement en mer de Chine, sur Taïwan, et même plus largement au-delà de la région, c'est bien à minima du révisionnisme géopolitique que pousse la Chine à tout cran, ne serait-ce que dans son discours à ce niveau et dans son soutien à la Russie, etc. Donc, de même,
Iran, dont acte. Après, on peut discuter. Est-ce que je suis d'accord que, en termes de capacité à menacer directement les intérêts de la France, il me semble surévalué. En revanche, la Corée du Nord, par exemple, dont on a bien vu qu'elle avait une activité déstabilisatrice très forte, bien au-delà de sa région, puisque ça a des impacts jusqu'en Europe. La Corée du Nord est pas forcément traitée. Et on a ensuite une partie 1.3 sur la centralité de l'arme nucléaire, que je trouve un peu dommage d'avoir finalement découplé des postures dites, justement le terme de posture normalement est associé à l'arme nucléaire, révisionniste de la Russie et de la Chine, parce qu'en fait, c'est totalement indécouplable. Et même sur l'Iran et sur la Corée du Nord, il y a bien un fait nucléaire Donc pourquoi toujours singulariser le fait nucléaire comme quelque chose d'à part et comme un défi propre, alors même qu'il est l'une des expressions de ce révisionnisme stratégique et géopolitique des puissances. Je suis d'accord avec elle là-dessus. Sur mon deuxième point, qui répond évidemment à ce que pointait Olivier Dudoit sur la LPM et le format d'armée et les conséquences de tout ça. Donc on a deux choses, et c'est un point plutôt positif pour moi, qui est que cette ERNS est couplée dans sa naissance avec le discours du 13 juillet à Brienne du président de la République, dans lequel il y a des annonces qui ne sont pas dans la RNS, mais qui sont d'une certaine manière des conséquences de la RNS. Moi, c'était ma grande inquiétude d'avoir un document qui nous dise une fois de plus le monde va beaucoup plus mal, la menace est accrue, et so what, notre modèle de force est tout à fait justifié et globalement tout est pour le mieux sur notre programmation militaire, nos niveaux de dépenses, etc. Donc là, c'est pas ce qu'il a fait. Il y a bien un constat de dégradation, non seulement sur les menaces, on en a beaucoup parlé, mais aussi sur les partenariats. Le cadre notamment de la défense de l'Europe, qui supposait une implication majeure des Américains, est aujourd'hui remise en cause avec une incertitude. Et la France en tire des conclusions, d'une certaine manière, en rehaussant sa dépense de défense, en rehaussant d'abord dans la RNS, dans le texte, ses ambitions, et en mettant presque immédiatement des moyens. Est-ce que les moyens sont tout à fait à la hauteur? On va pouvoir en reparler, mais là, donc, pour ceux qui veulent lire le texte, je trouve qu'on a dans les conséquences, toujours dans la première partie, deuxième sous-partie de la première partie, il y a une partie donc conséquences pour la France, l'Europe et l'ordre international. Il y a une partie 5, paragraphe 138 à 145, que je trouve en une page, extrêmement dense et extrêmement solide pour expliquer tout ce qui manque dans le modèle d'armée français, et de façon assez honnête. Sur les troupes capacitaires, suppression des défenses adverses, maîtrise du spectre électromagnétique, capacité de frappe conventionnelle dans la profondeur, défense solaire, ressources humaines et matérielles dans des volumes suffisants. Le fait d'utiliser le mot volume dans un document français était quasiment un tabou depuis la fin de la guerre froide, pour une action dans la longue durée. Le front, capacité industrielle performante et innovante pour alimenter le front en munitions et en équipement, et répondre aux besoins opérationnels qui doivent intégrer une certaine attrition des moyens engagés. C'est tout un tas de choses qu'on dit depuis très très longtemps au micro de ce podcast, mais qui n'avaient pas été écrits noir sur blanc dans un document français de façon aussi limpide. Et enfin, je m'arrête là, l'utilisation généralisée sur les théâtres de conflictualité de matériel à bas coût, plus loin de moyens de défense anti-drone, anti-missiles performants, des cycles courts, bon, tout un tas de choses dont on a déjà parlé sur l'économie de guerre, et faisant un usage de capacités dérivées des usages civils. Et ensuite, tout ça est détaillé à l'objectif stratégique numéro 10, capacité d'emporter la décision dans les opérations militaires, que je trouve honnêtement assez bien rédigé, tirant les enseignements des guerres de haute intensité en Ukraine, identifiant des priorités capacitaires
qui sont effectivement les trous qui ont été identifiés, tirant plutôt dans le sens du modèle aéroterrestre dont parlait effectivement Olivier, et permettant d'une certaine manière d'ajuster cette loi de programmation militaire. Les paragraphes 432 à 438, page 78, sont aussi assez bons de ce point de vue-là. Donc ça, je trouve ça quand même intéressant. Et juste, je termine sur les annonces, donc avec les fameuses marches, ou surmarches. Donc, il a été annoncé par le président de la République 3 milliards en 2026 et 3 milliards en 2027, en plus de ce que prévoyait la LPM, ce qui a un peu trompé un certain nombre de médias qui ont dit c'est 3 milliards en plus. En fait, la LPM prévoyait déjà des marches à 3 milliards. Donc, il y a un moment, on s'est regardé, on s'est dit, en fait, ça veut dire qu'il reste sur la LPM. Non, c'est bien, donc 3 milliards en plus des marges de 3 milliards, donc c'est plus 6 milliards pour les 2 prochaines années. Donc, on va passer de 50, si le budget est voté, ce qui est un autre sujet, de 50 à 56, puis à 64 milliards, ce qui nous amène effectivement à ce à quoi la LPM prévoyait d'arriver en 2030, dès 2027. Donc ça, c'est l'objectif. Est-ce que ça va être dépensé pour accélérer et arriver accélérer juste le tempo de la LPM, ou inclure dans la LPM des choses qui n'y étaient pas, type frappe dans la profondeur avec missiles balistiques qui ne figuraient pas, renouvellement des lance-roquettes ou ce genre de choses. Je pense que c'est plutôt ça, d'autant que il y a un certain nombre de plannings industriels qui permettront pas juste d'accélérer de 3 ans le final. Tout ça nous emmène 64 milliards si vous rajoutez 10 milliards de pensions, 75 milliards de budget défense au périmètre OTAN, à 2,5% du PIB, si je fais mon calcul correctement, ce qui est sérieux, mais il n'est pas à 3,5%, évidemment dans le niveau d'engagement, même si c'était pour 2035, et qui est dans la norme haute des Européens. Mais c'est important, je pense, de remettre en perspective de ce point de vue-là. D'une manière générale, je pense qu'on peut dire qu'il y a un certain changement de langage et qui, par rapport au document précédent de la même mouture, il y a moins, je trouve, cette tendance à expliquer qu'on a un super modèle et qu'on est super fort et qu'on est capable de réagir à 360 degrés et qu'il suffit d'insister un peu et d'appuyer sur un bouton pour le faire. Là, il y a à plein d'égards des choses qui pointent vers un changement de modèle, voire un changement culturel par certains endroits, ce qui est une sorte d'exercice d'auto-critique franche à laquelle ces documents ne nous avaient pas réellement habitués ces dernières fois, peut-être, Rim ? Ouais. Je voulais juste rajouter un truc pour compléter avec ce que le président a dit dans son discours du 13 juin que j'ai trouvé assez frappant, parce qu'il dit on doit s'interroger sur la suffisance de l'effort consenti par les 2 LPM, il faut combler nos zones de fragilité, il nous faut durcir le modèle, gagner aussi en masse. On parle enfin de masse, donc ça c'est très intéressant. Et la deuxième chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, qui ne fait pas du tout partie vraiment de la culture, on va dire, en France, c'est quand il dit, face à cette menace, nous devons agir ensemble, produire ensemble, acheter ensemble, c'est-à-dire en européen. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, la France et l'industrie de l'armement française ne peuvent pas y arriver seuls, ils peuvent pas arriver, ils sont pas assez dimensionnants pour arriver à la masse requise sans le tout européen. Donc ça, j'avais trouvé vraiment intéressant, et ça s'accroche bien avec ce qui est dans la RNS. Il reste à voir et à vérifier que par là, on n'entende pas comme d'habitude que tout le monde achète du Rafale et que Dassault fasse du coup un prix de l'eau. Non, mais c'est vrai, acheter ensemble, super. Acheter quoi ensemble ? Non, mais c'est pour ça que ça m'a frappé, parce que d'un côté, il a effectivement parlé de tous les atouts industriels que la France a. Évidemment, c'est le président, donc c'est le premier, SAV pour l'industrie française. Par contre, il a dit très clairement qu'il faut produire ensemble, qu'il faut faire des choses ensemble, donc aller au-delà du juste franco-français. Et ça, c'est assez rare pour le souligner quand même. Dont acte. Olivier, peut-être un autre point ? Oui, très rapidement sur ce qui vient d'être dit. Je pense que je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que la RNS pose des constats relativement justes sur les armées. Mais encore une fois, mon point d'inquiétude sera la translation
entre ce constat et une LPM à partir du moment où il y aura eu tout un ensemble de mouvements bloquants de la part des industriels ou des armées elles-mêmes pour éviter de transformer le modèle qui aura eu lieu. Et c'est pour ça que je réinsiste sur le fait que l'intervention des décideurs civils dans le format de la LPM est absolument nécessaire. Sur le point que soulignait Elie sur cette espèce de disjonction entre le nucléaire et le révisionnisme, en quelque sorte, j'ai été frappé en lisant la RNS. À un moment, ils ont un petit passage où il dit que la Russie dévoie la fonction de l'arme nucléaire en l'utilisant pas comme dissuasion, mais comme outil de coercition. Et je trouvais que c'était très intéressant. Ce qui a été répété, dit avant déjà par le chef d'état-major des armées dans sa conférence de presse, c'est vraiment, il dit ça texto c'est pas comme ça qu'on est censé utiliser l'arme nucléaire, qui je croyais n'était pas censée être utilisée par ailleurs, mais voilà, c'est pas comme ça qu'on fait, et qui est bon, ok. Et ce qui est très intéressant, parce qu'en réalité, c'est pas un dévoiement. On a plein d'exemples d'États nucléaires qui utilisent l'arme nucléaire comme outil de coercition et de menace. Les États-Unis l'ont fait en plusieurs occasions. Donc, c'est pas nécessairement un dévoiement en tant que tel, mais ça révèle une culture stratégique française qui considère le nucléaire exclusivement sous l'angle de la dissuasion. Et donc, en fait, si les gens jouent pas avec les mêmes règles, on considère que c'est une forme on fausse la règle du jeu, en quelque sorte. Mais après, c'est un point théorique, mais je trouvais que c'était très intéressant parce que ça révèle quelque chose, en réalité, de la manière dont on considère vraiment l'arme nucléaire, alors qu'il y a d'autres cas d'usage, en quelque sorte. Le point que je voulais... Juste sur le nucléaire, je te coupe, juste sur le nucléaire, donc je crois que le mot nucléaire est utilisé 98 fois dans le texte. Pour vous donner, on sait à quel point le ministre des Armées et le président de la République sont attachés au terme et veillent bien à expliquer toujours aux Européens et aux Français à quel point la possession de l'arme nucléaire change absolument tout dans le regard que l'on porte sur le monde. Mais c'est très sensible dans le document, qui vraiment ne rate pas une occasion de raccrocher la grammaire nucléaire que ce soit à l'analyse de l'environnement ou aux conséquences pour le modèle de force. Désolé, Olivier. Le deuxième point que je voulais faire, c'était sur en fait le rôle de l'économie dans ce document. Parce qu'il y a deux dimensions du rôle de l'économie. Le premier, c'est sur la manière dont on perçoit l'environnement économique international devenu un outil de coercition et instrumentalisé par des puissances extérieures qui, en gros, veulent nous faire du mal, que ce soit par le contrôle des chaînes d'approvisionnement, que ce soit par des sanctions secondaires, et ainsi de suite. Et de ce point de vue-là, je trouvais que en fait, ce rôle de la coercition économique ou de ce qu'on commence à appeler de plus en plus de la géoéconomie en réalité dans le document, en fait, apparaît en différents endroits, mais est pas réellement, selon moi, pas suffisamment connecté à justement cette analyse du révisionnisme et de la coercition, et en fait de réfléchir à cette espèce d'articulation entre les moyens non militaires et les moyens militaires de la coercition. En fait, ça apparaît à différents endroits comme ah oui, mais aussi il y a ça comme problème, mais c'est pas réfléchi comme une espèce d'intégration des moyens que des acteurs peuvent utiliser contre nous, et donc quelles sont les gammes de réponses qui sont possibles. Et là, je trouvais que c'était un petit peu dommage parce que ça aurait été une belle occasion justement de réfléchir à comment ces moyens sont utilisés. Et on a des outils théoriques pour réfléchir à la manière dont ces moyens sont utilisés, mais aussi pas seulement réfléchir en défensif sur comment s'en protéger, mais comment nous-mêmes, nous pouvons éventuellement utiliser ces instruments économiques de manière offensive dans le cadre d'une grande stratégie de coercition ou de contre-coercition. Et ça, j'ai trouvé que c'était un élément qui était un petit peu manquant dans la RNS. C'était l'utilisation de l'outil économique n'est pas seulement défensif, il peut être aussi potentiellement au service de nos intérêts, parce que nous aussi, potentiellement, on peut faire de la coercition économique, et pourquoi pas. Et la deuxième occurrence de l'économie, c'est plus sur la nature de l'économie française. Le document ne dit plus qu'on est en économie de guerre, mais il dit qu'on va aller vers une économie qui se prépare à la guerre. Donc on a quand même ajusté la réalité de notre effort économique au vocabulaire qu'on emploie, et essaye
en fait d'identifier des sources de relance de l'innovation et de la compétitivité pour faciliter ce passage d'une économie de temps de paix à une économie qui se prépare à la guerre. Donc on n'utilise plus le terme d'économie de guerre. Ça, je trouvais que c'était intéressant parce que donc ce document qui est piloté par le SGDSN, donc le Secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, qui a vocation à coordonner les différents efforts des différents ministères sur ces enjeux. En fait, là, le document et le SGDSN sont parfaitement dans leur rôle d'essayer d'articuler les différents ministères et la manière dont chacun peut contribuer à en fait, la sécurité et la défense de l'État, et en l'occurrence, la préparation du modèle économique français à cette possibilité d'un engagement majeur qui est mentionné. Je pense que c'est très important de l'avoir dans le document parce que ça engage en réalité l'État et tous ses ministères à réfléchir dans cette direction. Donc, on sait que la coordination interministérielle, c'est toujours compliqué, mais en tout cas, moi, j'étais content de voir ce langage dans le document. Rim ? Donc moi, mon deuxième point, Élie et Olivier l'ont déjà mentionné, mais enfin moi je suis très frappée par ça, c'est à nouveau toute la partie sur la centralité réaffirmée de l'arme nucléaire, surtout le côté, enfin on n'en parle pas comme ça explicitement dans la RNS, mais le risque de prolifération accrue auquel on fait tous face aujourd'hui, et ça ne vient pas seulement dans cet environnement stratégique dégradé auquel on fait tous face, ça ne vient pas seulement d'acteurs comme l'Iran ou la Corée du Nord qui sont très problématiques, mais on a aussi une question à laquelle, à propos de laquelle très peu veulent parler publiquement, mais c'est une question de prolifération ou de reprolifération nucléaire possible, même parmi des États européens qui se disent qu'en fait, aujourd'hui, avec le retour des rapports de force tellement débridés, la seule vraie dissuasion, c'est l'arme nucléaire. Sur ça, j'aimerais aussi faire le lien avec quelque chose que le président a dit lors de son discours du 13 juin, qui m'a beaucoup frappé, parce que je pense que les auditeurs assidus se rappelleront que le président avait déjà ouvert ou tendu la main aux Européens lors de son grand discours sur la doctrine nucléaire, et en fait c'était un peu resté lettre morte parce que c'était venu à un moment où les Européens ne réfléchissaient pas à ça. Et là, dans son discours, il dit, afin de mesurer pleinement le rôle de notre dissuasion dans la sécurité collective, donc le rôle de la dissuasion française dans la sécurité collective, j'ai mandaté le ministre des Armées et le chef d'état-major des armées pour engager un dialogue stratégique avec nos partenaires européens qui y sont prêts. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a moi je le vois dans mes discussions avec des officiels européens où ils sont beaucoup plus intéressés par l'offre possible sur la dissuasion nucléaire française, notamment parce que la garantie américaine devient de moins en moins fiable. Et il dit, le président de la République, je reviendrai sur la base de ce travail plus précisément à la fin de cette année, afin de décrire les évolutions que cela emporte. Et je trouve que ça, c'est très intéressant, parce que là, ils sont en train à nouveau de structurer un dialogue collectif au niveau européen avec une certaine échéance à la fin de l'année pour voir où on en est. Et ça, c'est très intéressant. Simplement, avant d'enchaîner peut-être sur un troisième tour, peut-être un peu plus rapide, moi j'aimerais dire, il y a quand même une expression que je trouve assez épatante dans ce discours à Brienne, qui est cette formulation, je cite, « Soyons simples, pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. » C'est quand même une manière de former, personne ne dit qu'il a tort, hein, évidemment, mais c'est une manière de verbaliser les choses que je trouve quand même très très étonnante, très très nouvelle, très très changeante par rapport. C'est un discours de puissance et de puissance affirmée. C'est globalement une sorte de fin du pacifisme, hein, pas de désirer la paix, mais de penser qu'il suffit de s'entendre avec les gens pour bien s'entendre, et cette idée qu'il faut être craint est quelque chose que je trouve une inflexion quand même intellectuelle assez majeure sur la manière dont le pouvoir français se pense lui-même. Moi, je dis enfin, parce que vraiment, c'est la fin d'une certaine. Enfin, pour moi, cette phrase a vraiment marqué. C'était une manière pour le président de marquer
aussi la fin de la dividende de la paix, et pour que les gens comprennent d'une manière très claire que vraiment la dividende de la paix est terminée, et notamment aujourd'hui désormais dans un monde où ce sont que les rapports de force qui sont complètement désinhibés, qui dictent le tempo, et qu'en fait les règles de l'ordre international n'existent plus. Et donc, il vaut mieux être craint parce que pour le moment, on est dans une transition où c'est vraiment juste les rapports de force qui gagnent. Et donc, pour une fois, je dois dire, ça c'est peut-être mon côté américain, j'étais tellement content qu'il y ait une expression pas alambiquée, qui soit très claire, très cash et qui soit intelligible par tous. Élie, peut-être sur cette question, ouais. Oui, juste sur ce point, on est très clairement ici dans l'écho au nouvel environnement, Trump, Poutine, Netanyahou, etc., avec une brutalisation des rapports entre États. Malgré tout, la France, parle fort et adapte son discours, mais il restera un décalage, sans doute pour le mieux, hein, mais entre des gens qui font de manière désinhibée et des gens qui maintenant se mettent à parler un peu plus comme le monde est, mais qui font pas beaucoup plus, c'est-à-dire que dans notre action, les actions parlent quand même beaucoup plus que les mots. Et bon, après, encore une fois, là, on est sur une analyse du discours et d'un document, donc on va pas reprocher au document de ne pas être performatif, mais c'est une chose de dire, c'est une autre de faire de ce point de vue-là. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le nucléaire. Encore une fois, très important, il y a un passage assez bon sur le premier objectif stratégique, hein, donc sur la dissuasion, qui est sans doute très utile pour les étudiants. Je donnerais à des étudiants pour les rappels sur les fondamentaux de la doctrine française, beaucoup plus lisible et exploitable d'ailleurs que les transcripts des discours successifs, parce que là on a vraiment du condensé sur 3-4 pages de l'état de la doctrine française, avec d'ailleurs un passage relativement innovant sur l'épaulement entre forces nucléaires et forces conventionnelles, qui était un point toujours un petit peu laissé mal compris, avec quelque chose assez clair, en même temps une manœuvre conventionnelle qui peut s'inscrire dans l'exercice de la dissuasion, ça n'avait pas forcément été dit comme ça, tout en conservant une discontinuité fondamentale, je cite, paragraphe 177, entre les opérations conventionnelles et tout recours éventuel à l'arme nucléaire. Et paragraphe 178 clarifie l'idée d'un triangle entre dissuasion nucléaire, capacité de défense aérienne et antimissile, et frappe conventionnelle dans la profondeur. Là aussi, on est quand même sur une doctrine nucléaire française qui évolue, malgré, on a souvent dit qu'elle est hyper rigide, fossilisée, etc. On voit qu'il y a des choses qui bougent en sous-jacent. Ça reste pour les happy few qui aiment faire l'exégèse des documents nucléaires, mais il y a des choses qui tressaillent. Moi, mon troisième point était sur un peu ce qu'avait dit Olivier sur l'économie, c'était en fait sur la dimension sécurité nationale. On a beaucoup discuté en 2008 des Nicolas Sarkozy sur l'intégration de notions de continuum sécurité-défense et de notions de sécurité nationale dans la politique de défense, en intégrant à l'époque surtout les questions de terrorisme, de sécurité intérieure et progressivement d'autres aspects, dont la question économique. Moi, c'est un sujet qui avait été l'objet d'une de mes plus grosses critiques du document de 2022, en disant que c'était un document qui était trop militaire pour être une stratégie de sécurité nationale et en même temps trop généraliste pour être une programmation militaire ou une stratégie de défense. Il y a une vraie tentative de rééquilibrer dans le document en mettant l'accent sur ces aspects qu'évoquait Olivier, de géoéconomie, mais aussi de compétition technologique. Alors, on a un objectif stratégique numéro 11 qui n'existait pas, qui s'est rajouté
voilà, qui est, je cite, une excellence académique, scientifique et technologique au service de la souveraineté française et européenne. Et en même temps, j'ai envie de dire, on sent que l'articulation de tout ça est encore un petit peu bancale, un petit peu baroque. Je continue à être surpris que une France unie et résiliente soit l'objectif stratégique numéro 2 après la dissuasion nucléaire. En fait, la France unie et résiliente, c'est un objectif de politique générale. C'est pas un objectif de sécurité nationale, ou alors vraiment dans un angle beaucoup plus large. Donc on continue un petit peu à mélanger la déclinaison défense et des apports, des réflexions de sécurité nationale non militaires, effectivement, dont la coercition économique, dont la compétition technologique, dont les questions énergétiques qui sont pas énormément abordées, voilà, dont les questions de santé à tout prendre qui pourraient être de santé internationale qui pourraient être intégrées. Donc finalement, on reste encore sur l'entre-deux de ce point de vue-là par rapport à ce que d'autres pays ont, comme le Royaume-Uni ou même l'Allemagne, qui ont une stratégie de sécurité nationale et ensuite qui peuvent décliner dans une stratégie strictement de défense. Là, on est quand même sur un document un peu moitié-moitié. Olivier, peut-être un dernier point en enchaînant, parce que je crois savoir qu'il y a un problème de batterie du côté d'Olivier, donc il faut qu'on se dépêche avant que la parole ne vous soit coupée. Allez-y. J'ai encore 8% de batterie, donc je m'excuse par avance auprès des auditeurs si je disparais. Non, le point, c'est un point rapide, mais qui en plus est un point universitaire que je trouve intéressant parce que je suis universitaire. Mais en deux endroits, le document, donc les paragraphes 205 et 464 pour être précis, le document appelle à renforcer la recherche stratégique sur les questions de sécurité, défense au sens large. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce sont les deux paragraphes sur lesquels il n'y a aucune explication des moyens qui vont être mis en œuvre, alors que dans d'autres sections du document, parfois le document rentre dans des détails assez précis de politiques publiques qui vont être activées pour atteindre ces objectifs. Et là, ces deux paragraphes sur le renforcement de la recherche académique sur ce sujet, il n'y a aucune explication des moyens, ni même un bilan de l'existant, parce que depuis plusieurs années, la DGRIS notamment a mis en œuvre un plan justement de renforcement de la recherche stratégique, et donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Et je trouvais ça intéressant, peut-être que là il y a un décalage entre l'ambition affichée et la réalité de la possibilité de la mise en œuvre, qui se heurte quand même à deux choses principales, peut-être trois. La première, c'est que historiquement en France, le soutien de l'État à la recherche stratégique arrive assez rapidement à cette contradiction de on veut bien soutenir la recherche mais on n'aime pas les résultats, donc, parce que ça peut nous remettre en cause, et donc du coup on arrête de soutenir. Et donc depuis la 5e République, Mathieu Chiot l'a très bien montré dans son livre, l'État est schizophrène sur le sujet. À la fois on veut soutenir parce que ça fait bien, mais en même temps on n'aime pas les résultats, donc on ne soutient jamais complètement à fond. Et du coup il y a une conséquence aussi sur les universités françaises elles-mêmes, hein. Il y a très peu de centres de recherche et encore moins de professeurs des universités capables d'encadrer des thèses sur ces sujets. Donc en fait, il y a un effet de goulot d'étranglement. En réalité, on peut offrir autant de bourses de thèse qu'on veut. S'il n'y a pas suffisamment de professeurs pour les encadrer, ça va pas être possible. Et il y a aussi Élie pourra peut-être en parler, ou alors il n'en parlera pas, mais il y a quand même un sous-financement des think tanks en France par rapport aux grands partenaires étrangers qui est réel. Je veux dire, le budget de l'IFRI, c'est pas du tout le budget du ROSI au Royaume-Uni, ou même de la DGAP en Allemagne. Et donc voilà, ça, ce sont aussi des points qui sont identifiés, qui sont réels, qui à mon avis se heurtent à cette contradiction fondamentale de l'État veut bien l'idée d'avoir la recherche, mais aime pas en réalité qu'on puisse potentiellement remettre en cause les décisions de politique publique. Et donc j'ai trouvé intéressant que ça apparaisse deux fois et qu'il n'y ait aucune opérationnalisation derrière. Et Olivier, paragraphe 464, justement, renforcer et développer la pensée stratégique et critique. Quand on sait ce que c'est que l'école critique, d'ailleurs, ça fait bien rire. Mais dont acte. J'attends de voir.
Et enfin, peut-être Rim, avant que Olivier ne disparaisse tragiquement trahi par sa batterie. Moi, je vais juste souligner le besoin qu'Elie a de toujours citer le numéro du paragraphe. C'est son côté professeur. C'est une déformation professionnelle. Au demeurant, je vous en sais gré, parce que c'est tout à fait utile pour les auditeurs je mettrai évidemment le lien vers la RNS dans la description de l'épisode, mais c'est tout à fait, parce que, il faut le dire, c'est quand même pas un sport de masse de se cogner les 104 pages comme ça un mardi soir. Donc voilà, c'est pas inintéressant de citer des points précis pour que les auditeurs puissent y aller s'ils le veulent. On bosse pour ce que oui, en même temps, je veux juste... Je veux juste souligner qu'il y a aussi la fonction recherche dans le document et on peut juste chercher les mots. Mais on perd beaucoup la grande philosophie d'ensemble et la linéarité indépassable du document. Bon, je ferme la parenthèse, mais donc moi, mon troisième point, c'était quelque chose que le président a dit dans son discours. Donc il dit, c'est toujours, comment dire, c'est le volontarisme qu'on connaît, que le président a toujours. C'est utile en ces temps, mais des fois, je pense qu'il va un peu trop loin. En l'occurrence, ici, il affirme avec beaucoup de volonté, nous y arriverons, pas seulement parce que nous serons mieux armés, mais parce que nous sommes lucides et unis, comme nous le sommes depuis 9 ans, parce que nous avons anticipé ces transformations du monde, anticipé les investissements indispensables, et à cet égard, il ne suffit pas d'abord de viser des pourcentages de budget, mais de viser ce qui nous élève et nous unit, une force d'âme, une détermination, comme je l'évoquais ici même, à vos côtés il y a 3 ans. Donc il parle de la France, mais je pense qu'il parle aussi de l'Europe, et ça vient juste après un paragraphe sur les 5% que les Européens ont accepté de dédier de leur budget à la défense, de leur PIB à la défense, au budget de la défense. Ok, enfin c'est très bien de vouloir cadrer les choses de cette manière, mais franchement, moi, ça fait quelques semaines que j'assiste à un spectacle désolant d'obséquité à l'égard des États-Unis, où la majorité des Européens, au lieu d'utiliser cette opportunité de ce changement dans la relation, de leur fiabilité avec les États-Unis, etc., pour affirmer et investir effectivement dans cette autonomie, dans cette souveraineté, on peut l'appeler comme on veut, en fait, sont en train de remettre les bouchées doubles d'une dépendance réelle sur les États-Unis. On le voit l'Allemagne, on le voit à travers le secrétaire général de l'OTAN. C'est un vrai problème, et on le voit notamment dans le théâtre ukrainien, où clairement les Européens, 3 ans après cette invasion russe, n'arrivent pas à être des game changers tout seuls dans leur propre continent, et dépendent encore et toujours des États-Unis pour des capacités industrielles, mais aussi pour du leadership militaire ou diplomatique. Et ça, c'est un vrai problème. Si les Européens, sur un conflit, le conflit le plus important, le plus dimensionnant, le plus menaçant depuis des décennies sur leur propre continent, n'arrivent pas à être les meneurs de jeu, il y a un vrai problème. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi y faire face. Alors, effectivement, le président français et la France sont une exception. Il n'est pas obséquieux comme les autres avec Trump. Mais voilà, la France ne peut pas toute seule. On est en train de le voir malheureusement dans les limites de ce que cette coalition des volontaires menée par le Royaume-Uni et la France arrive à mettre en œuvre sur le terrain, parce que effectivement les autres Européens ne veulent pas s'aventurer seuls sans les Américains. Donc je veux bien le discours volontariste, mais il y a aussi un principe de réalité qu'il faut confronter. Et pour le moment, moi je pense que l'autonomie stratégique et la souveraineté stratégique en Europe sont dans une mauvaise phase, avec un retour à une dépendance sur les États-Unis, notamment menée par les Allemands. Très bien. Eh ben, je pense qu'on va conclure là-dessus. On va garder les coups de cœur, coups de gueule. On les remettra à la rentrée, parce que comme ça permet de tenir en 1 heure et ça permet que Olivier reste avec nous. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un très bel été. Oui, Elie ? Oui, quand même. Je voulais citer deux petits mini coups de gueule liés à la RNS dans la RNS. Il y a d'abord une définition du pilier européen de l'OTAN qui vaut vraiment son pesant d'or, qui est mis en note de bas de page.
Et moi, voilà, pourtant je pense pas être quelqu'un de totalement idiot, mais j'avoue l'avoir relu 3 fois et être toujours incapable de comprendre de quoi il s'agit, dans laquelle ils parlent notamment d'être capable d'agir conjointement et par eux-mêmes pour leur propre défense. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre d'oxymore et un passage hallucinant où on explique que la France a pris le commandement stratégique de la mission EUFOR Althea en Bosnie, en sachant que que la France n'a jamais commandé la mission EUFOR Althea et que c'est la Roumanie qui a pris le commandement de la mission. Donc je trouve quand même qu'il y a encore des petites scories dans le document qui me fait mais ça doit être. C'est donc parfait et il ne sera pas dit qu'on terminerait cette émission par un compliment et c'est très bien comme ça. Bon, merci beaucoup à tous les trois, très bel été à vous trois, très bel été à tout le monde, même s'il y a encore quelques épisodes avant la fin de la saison. Et puis, très heureux, on se retrouvera à la rentrée pour parler de cette RNS et d'autres choses. Merci beaucoup. Merci. Bonnes vacances. Bonnes vacances.